Nous sommes face à nos inconséquences, à notre hypocrisie. Parce que quand on ne va pas appeler les choses par leur nom, quand on ne va pas appeler un chien, quand on ne va pas appeler un chat, tout ce qui se passe ne va pas s'arrêter. Alors, ce que moi j'ai appris, retenu comme leçon notamment ces derniers jours-ci, c'est que il y a d'abord un changement de sémantique à mon niveau que j'ai retenu à la suite de l'intervention d'une figure pas des moindres. Je vais parler de M. Robert Dessous, ou Maître Robert Dessous. Maître Robert Dessous, dans sa sortie, était revenu sur deux notions. Et ces deux notions m'ont pas changé ma lecture de la situation, mais m'a conforté dans ma position, dans ma façon de voir ce qui se passe au Bénin. Cela m'a plutôt conforté. Et qu'est-ce que Maître Robert Dessous a dit? Il dit qu'il faudra distinguer la notion de coup d'État et la notion de putsch. Et pour lui, c'est pas la même chose. Et est-ce que c'est pour lui, je vais dire, que juridiquement, ce n'est pas la même chose. Puisqu'il a défini le coup d'État comme étant une situation où un organe politique ou investi de pouvoir politique s'approprie les prérogatives d'un autre organe, forcément politique. Et il dit ce qui s'est passé le 7 décembre dernier n'était pas un coup d'État, que c'était plutôt un putsch. Et pour définir le putsch, il a défini le putsch comme étant l'implication ou l'intervention directe de l'armée dans le jeu politique. Si je le résume, je crois que je suis en train de le paraphraser, donc de le résumer, sans trop pouvoir devoir m'étendre sur ce qu'il a littéralement développé. Donc je le résume. Un coup d'État, c'est lorsqu'un organe politique s'approprie. Il y a un micro qui est ouvert. C'est lorsqu'un organe politique s'approprie les prérogatives d'un autre organe politique. Ça, c'est clair. Maintenant qu'il y a putsch, c'est quand l'armée s'implique directement dans le jeu politique, ou l'armée intervient directement dans le jeu politique. Alors, elle en est arrivée à la conclusion que aucune pathologie institutionnelle ou politique ne peut justifier ou appeler à l'intervention d'un putsch. Mais en condamnant le putsch, ce que nous avons d'abord tous déploré, il a évoqué certains tests sous-régionaux, en l'occurrence le protocole additionnel de la CEDEAO. Mais il n'a pas rappelé, et je crois peut-être qu'il va peut-être penser, parce que le jour où il parlait, il a dit qu'il faisait la langue de prudence et qu'il ne voulait pas trop parler ou tout dire. Mais puisqu'il ne l'a pas rappelé, il va lui dire qu'il n'a pas rappelé que c'est ce même protocole additionnel de la CEDEAO qui a été la violation, je vais dire, de ce protocole additionnel de la CEDEAO. Parce que le protocole additionnel de la CEDEAO condamne le putsch. Il a sorti les tests.
Mais il n'a pas dit que la réalité que nous avons tous vécue, il n'a pas rappelé, à savoir que c'est justement la violation même de ce même protocole additionnel de la CEDEAO qui a conduit le pays à cela, à ce que nous vivons aujourd'hui. Et cette violation n'est pas venue des putschistes, c'est venu d'un président de la République, donc une institution investie d'un pouvoir politique, qu'est le président de la République, qui, lui, s'est approprié les prérogatives. S'est approprié les prérogatives d'un autre organe politique. C'est-à-dire quoi? Si vous vous rappelez, en 2019, 2018 ou 2019, où tout a commencé, c'est justement parce que le gouvernement Talon a fait introduire dans le jeu politique et en violation des tests de la CEDEAO, en l'occurrence, le protocole additionnel sur la paix et la sécurité, que dis-je encore, c'est ce même protocole qui a été violé quand ils ont introduit le certificat de conformité, qui a écarté tous les partis politiques du jeu électoral en 2019 et qui a conduit aux premières violences, aux premières tueries post-électorales en 2019. Et que cette violation du protocole additionnel de la CEDEAO est un coup d'État, selon la définition qu'on nous a présentée, la définition correcte qu'on nous a présentée d'un coup d'État. Et donc, Talon avait déjà fait son premier coup d'État en 2019. Et qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré autant que le putsch a engendré des morts aujourd'hui. Cette violation, ce coup d'État aussi avait engendré des morts. Et dans sa dérive, le pouvoir de Talon ne s'était pas arrêté à cette seule violation. Et donc, la violation est devenue continuelle. Donc, à chaque tournant politique, la violation se répétait. Donc, si on fait le bilan, le gouvernement de Talon a eu à faire plusieurs coups d'État. En ce sens que ces différentes violations et de la Constitution et des tests régionaux de la même CEDEAO a conduit Patrice Talon à s'approprier l'Assemblée nationale qu'il a investie à 100% des membres de ces deux partis politiques que lui seul il a créés. Cela a conduit par voie de conséquence à s'approprier et contrôler la Cour constitutionnelle. Et pour le cas de la justice, ça se passe de commentaires. Donc, il est clair qu'il y a eu plusieurs coups d'État sous les yeux, au nez et la barbe de la CEDEAO par ce même régime, et donc par ce monsieur Patrice Talon. Mais ce qui m'étonne, c'est que malgré les récriminations, malgré le cri de détresse des Béninois, malgré leur SOS, la CEDEAO n'a rien vu. La CEDEAO n'a pas fait le constat de coup d'État. Pour déployer ces institutions et même peut-être l'armée pour voler au peuple, au secours du peuple pendant qu'on tirait sur ce peuple-là. Parce que les tueries ont été répétées. La militarisation
de certaines localités de notre pays ont été continuelles et répétées. Et les tueries sont allées à chaque, je vous ai dit, à chaque tournant politique de notre histoire sous ce régime. Il y a eu des tueries, des arrestations, des tortures. Nous avons connu le cas symbolique de ce jeune garçon, comment on appelle, Radi, Latif Radi, qu'on a arrêté, qu'on n'a pas jugé, et dont on ne sait pas ce qui lui est, dont on ne sait pas ce qui lui est reproché, et qu'on a laissé mourir, agoniser dans une prison avant de venir le menotter sur un lit d'hôpital où il est mort. C'était Mondo Didier. Alors, la leçon que je dois retenir, c'est que le putsch qui est intervenu le 7 en violation de la Constitution, me dira-t-on, sûrement, et c'est vrai, en violation des tests de la CEDEAO, à savoir le protocole additionnel aussi, un acte qui équivaut à des actes répétitifs que M. Talon ou que le gouvernement Talon a eu à poser à ce jour. Alors, je me pose une question. La CEDEAO est-elle une institution sérieuse, responsable, ou un syndicat de chefs d'État criminels, ou un syndicat de chefs d'État voyous? Parce que je n'ai pas compris, je suis en train de... Moi, la dernière fois, j'avais pris de liberté à traiter la CEDEAO d'un regroupement ou d'un syndicat de voyous, de chefs d'État irrespectueux de leur peuple. Et je l'assume. Et je l'assume d'autant que je l'assume encore plus aujourd'hui que, à travers la sortie de Maître Robert Dossou, je trouve matière à accuser la CEDEAO d'avoir été complice des coups d'État dans notre pays, puisqu'ils ont été complices passifs en restant silencieux sur les violations qu'il y a eu et dont le peuple béninois a été victime durant les 10 dernières années. Et la leçon, c'est que cette même CEDEAO, lorsqu'il y a un putsch, trouve le moyen de mater les soldats, les militaires béninois. Qu'on les appelle putsch aujourd'hui, qu'on les appelle rebelles, n'est pas le problème, c'est les militaires béninois. Ce sont nos compatriotes. Le putsch aurait été géré autrement. Et je dis malheureusement, nous n'avons rien appris. Quand je dis nous, je parle de nos dirigeants dans le Bénin. Ils n'ont rien retenu, ils n'ont appris aucune leçon. L'insouciance continue. Dans cette spirale infernale de la violence dans laquelle notre pays s'est retrouvé et où on cherche les voies et moyens pour sortir, d'où on cherche les voies et moyens pour sortir, on procède à des arrestations, une série d'arrestations, et ça ne finit pas. Et moi, je demande quel est l'objectif de tout ça, si ce n'est pas exacerber. Est-ce que ce n'est pas exacerber la crise pour s'en voilà ensuite? Est-ce que ça fait un lit à la paix que de se mettre
de se lancer dans une purge politique, dans des règlements de comptes, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est plus le problème du coup d'État qu'on cherche à régler. Non. On est en train de récupérer le coup d'État pour faire des règlements de comptes, pour durcir son pouvoir. Et ça se fait avec la bénédiction de la CEDEAO. Et ce faisant, je ne vois pas en quoi est-ce que la CEDEAO est différente des politiques du 7 décembre. Parce que quand la CEDEAO intervient dans des conditions pareilles, elle devait avoir la sagesse de faire entendre raison à nos dirigeants tout en condamnant ce qui s'est passé. Je suis d'accord qu'on condamne ce qui s'est passé. Mais a-t-on demandé à nos dirigeants de savoir quelles raison garder en ce moment-ci pour que la balle puisse être ramenée à terre et que les problèmes qui fâchent trouvent des solutions dans notre pays? Non. La CEDEAO est en train de cautionner un massacre sur notre territoire. Et je crois que ça va l'emporter. Et je prie que ça l'emporte. Que la CEDEAO n'existe plus jamais. Que cette CEDEAO-là n'existe plus jamais. Vous voyez par vous-même. La dernière intervention du Nigeria, des choses nous étaient parvenues, bien sûr sur le couvert de la CEDEAO, de la France. Les forces étrangères qui ont été mobilisées sur nos territoires ont procédé à des opérations, je veux dire, qui ont causé du tort au peuple béninois. Et il nous était revenu des choses que nous n'avons pas encore vérifiées et que nous avons attendu de bien devoir vérifier avant de parler. Savez-vous que les frappes qui auraient eu lieu sur la base militaire de Tobin a fait des victimes connues de nos gouvernants? Il faut bien qu'on nous communique combien de gens sont morts, combien de nos compatriotes sont morts dedans. Est-ce que tous les éléments de cette base étaient vraiment impliqués dans le coup d'État ou dans le putsch prétendu? Combien sont morts? J'ai lu quelque part, très rapidement, qu'il y avait une trentaine de soldats tués dans cette base. Pourquoi le gouvernement ne nous a pas communiqué ces chiffres-là? J'ai entendu le commandant de la garde républicaine communiquer à l'agence AFP que, en termes de bilan, qu'il y a eu un seul mort de leur côté. Je veux savoir quel est ce seul mort. Est-ce que c'est la femme du général qui aurait été emportée dans cette affaire, malheureusement, ou y a-t-il un autre mort dont on nous parle? Alors que les dernières informations que j'ai eues, c'est que le garde de corps du général est tombé dans cette affaire. Est-ce que c'est lui qui est comptabilisé comme le seul mort et non la femme? Je veux savoir. Ça veut dire que ces gens-là ne nous disent pas la vérité. Et comme je vous l'avais fait savoir la dernière fois, le problème est plus profond que ce qu'ils sont en train de nous dire. Nous avons le devoir de savoir, nous voulons savoir
combien ont été tués dans cette affaire. Quand on a amené des mercenaires pour envahir notre territoire, quel est le bilan que ces mercenaires-là ont fait en termes de morts? Surtout que ces morts aujourd'hui doivent... Et les responsabilités de ces morts doivent être portées absolument par le pouvoir, parce que nous avons tiré sur la sonnette d'alarme plusieurs fois pour dire ce que vous voulez causer ne va pas enrayer ce peuple, ça va nous enfoncer dans la violence. Et des idiots de service sont passés ici, nous disent que ce qu'ils veulent faire passera et rien ne se passera. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas rien. Nous voulons voir clair dans ça. Et comme la bêtise doit être sans limite, on s'est jeté maintenant dans une série d'arrestations et ça ne finit pas. On cherche quoi? Quel est le plan? Pour l'instant, nous n'allons rien conclure. Nous voulons attendre de voir où est-ce que ce pays va être conduit. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup, M. Kialine. Ouais. Je voudrais quand même revenir sur cette sortie de Maître Robert Dosso et je vais mettre aussi en parallèle la sortie de Nyononfo. Je pense qu'il s'appelle Joseph Nyononfo, l'ancien du NCC, aussi il a été médiateur de la République. Je pense que les gens ils ne font pas l'effort de dire la vérité à ce peuple. Qu'est-ce que Nyononfo a dit? Il a dit qu'on a acheté des armes à des Béninois, c'est-à-dire aux militaires, qu'ils ont essayé de retourner ces armes-là contre leurs dirigeants ou bien contre le peuple. Mais Nyononfo, il est encore en vie, non? Il n'est pas né en 2025. Il était toujours là en 2019 quand le gouvernement de Patrice Talon a ordonné qu'on utilise les mêmes armes contre les Béninois. Ce n'est pas les Togolais qui étaient tombés. Ce n'est pas non plus des Chinois. Donc, la même chose en 2021. Donc, quand ils prennent la parole, quand ils disent que l'armée a rompu son pacte, le pacte qu'il a signé à la conférence nationale de ne plus s'immiscer dans la vie politique, moi je l'ai dit ici et je le répète, c'est Patrice Talon qui a décidé volontairement de ramener l'armée dans la vie politique, sur la scène politique au Bénin, en utilisant l'armée en 2019 et 2021 pour régler des problèmes politiques. Or, il avait la solution la plus facile qui était là. C'est juste organiser les élections transparentes et inclusives et laisser le choix aux Béninois, comme ils l'ont fait en 2020, en 2016, d'élire leurs dirigeants. Mais en voulant décider à lui seul qui va siéger au Parlement, qui sera le prochain président, il ne peut pas le faire seulement avec le discours. Il a préféré aller sortir l'armée de sa réserve pour que l'armée s'interpose entre lui et le peuple qui revendiquait de façon légitime son droit absolu de choisir ses dirigeants. Donc, quand Joseph Nyononfo dit que ceux qui essaient de faire le coup ont retourné l'arme contre le peuple, on peut être d'accord, mais il ne doit pas oublier qu'en 2019, l'armée a déjà retourné son arme contre le peuple. En 2021, l'armée a fait la même chose, mais pas la faute de l'armée en tant que telle. C'est parce que c'est Patrice Talon qui manipule tout le monde. Donc, il faut être réaliste, il faut être réaliste quand on aborde ces questions-là et dire la vérité au peuple. Il y a un problème qui est là, et si on veut juste pour plaire à Patrice Talon contourner le mur ou grimper sur le mur, ben, on n'avance pas. On a vécu une situation qui est difficile. Il faut avoir le courage maintenant d'aller voir Talon parce que si eux, ils sont capables de parler encore, de rester dans le pays, ils doivent prendre leur courage, aller le voir en privé pour lui dire, lui-même, il constate là où il a amené le pays et lui dit, parce qu'ils ont quand même de l'expérience, c'est les gens qui ont vécu, qui étaient là depuis la conférence nationale. Ils ont peut-être vécu comme ce qui s'est passé sous la Révolution. Donc, ces gens-là sont capables d'aller le voir et le ramener sur Terre. Parce qu'il n'est pas sur Terre, il est sur une autre planète. De continuer de penser que c'est ce que lui seul pense qui est bien pour le Bénin. Mais ça, c'est de l'errance intellectuelle complètement. Il ne peut pas penser que ce que lui pense. En 2026, il pense que c'est Wada qui sera bien pour le Bénin.
et il essaie de le nommer en conseil de ministre et il pense que tous les Béninois vont se mettre en genoux et applaudir. Ça ne fonctionnera jamais comme ça. Donc, il a encore le temps de tirer le son de ces événements malheureux-là et de revenir sur terre, de redescendre sur terre et de regarder notre pays avec un peu plus de respect. Donc, c'est ça que je voulais dire par rapport à votre intervention. Et je voulais peut-être compléter. Merci, mais je voulais aussi compléter. Non, je vais vous donner la parole. Juste 30 secondes, je reviens à vous. Si on regarde un peu, j'ai essayé de mettre sur une affiche tous les soutiens de première heure de Patrice Talon, c'est-à-dire en 2016. Aujourd'hui, eux tous ont été éliminés, soit ils sont en prison, soit en exil. Bokoye est en prison, et Omeki est en prison. Sûrement, Azalan, il va les rejoindre. Kenom est en exil ou est caché quelque part. Et qui reste encore? Celui qui reste, le seul qui reste, c'est Djogbenou. Sur le marché. Il y a le ministre des Affaires étrangères qui est parti. Qui est parti aussi. Il y a son cousin. Oui. Il y a son cousin. Il y a Dayon. Il y a le chef des renseignements aussi, Zoumenou. Non, Zomaou. Tous ceux-là sont partis. Donc, quand vous voyez tous ces événements-là, vous ne pouvez pas dire que c'est tous ceux-là qui sont mauvais, que c'est seulement Talon qui est bon. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système. Et si vous n'avez pas le courage, si vous aimez vraiment Patrice Talon, vous devez avoir le courage de le dire. Oublions même l'opposition, laissons l'opposition, les Yahi Boni, l'opposition Martin Rodriguez, laissons l'opposition. Regardez même au sein du système et posez-leur la question. Qu'est-ce qui se passe si bien que ceux qui ont cru en lui l'ont accompagné pendant les campagnes, l'ont accompagné même depuis qu'il est en difficulté avec l'État dans les affaires de tentatives d'empoisonnement et de coup d'État. Il était exilé en France. Tous ceux qui l'ont accompagné pendant tout ce temps-là, tous ceux-là l'ont quitté maintenant, l'ont abandonné. Plus ou moins, l'ont abandonné ou bien lui, il a chassé tout cela. Donc, il y a quelque chose dans ce monsieur-là qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas avec la République, j'allais dire, pour ne pas utiliser un gros mot. J'hésite parce que je ne voulais pas utiliser un gros mot. Il y a quelque chose en ce monsieur-là qui ne fonctionne pas, qui est incompatible avec la gestion des affaires publiques. Donc, lorsqu'un homme décide, il aura tous les marchés publics à lui seul. Il veut détenir l'économie du pays à lui seul. Il chasse tous les hommes d'affaires. Les quelques hommes d'affaires qu'on avait avant son arrivée en 2016, eux tous sont partis. Soit ils sont en exil, soit ils sont en faillite. Sachivi est en faillite, Adjavon est en exil. On a bastonné à Renho pour lui prendre le marché des produits pharmaceutiques. On a chassé Adjavon du pays pour prendre les produits congelés. On a chassé tout le monde parce que lui pense qu'il est le seul Béninois qui a droit au peu qu'on a. On est un pays pauvre, mais ce peu-là, on pourrait mieux gérer le pays pour que chacun puisse trouver sa part. Parce qu'on dit sa part, ce que tu as appris, tu puisses profiter de ça. Donc, voilà les problèmes qu'on a. Et quand on se réfugie, on peut aimer Patrice Talon. Les gens qui l'aiment, ils l'aiment. Moi, je m'en fous correctement. Je n'ai jamais reproché à qui que ce soit d'aimer Patrice Talon. Mais on peut l'aimer et tout en lui disant la vérité sur un certain nombre de choses. Et il y a des faits, on a des arguments qui devraient permettre aux gens de dire la vérité à Patrice Talon sans avoir peur en réalité. Et pour finir sur la CEDEAO, c'est bien de rappeler à la CEDEAO parce que la CEDEAO, ça fait combien? Une semaine qu'ils sont là. Moi, de mon point de vue, elle aurait pu profiter parce qu'elle aurait pu profiter pour ramener Patrice Talon aussi sur terre pour lui dire, voilà, on est venu t'aider, mais on a des innocents qui sont en prison. Et ils ont des arguments, sinon la CEDEAO a des arguments, et elle a des arguments du fait qu'on a quand même 2 avis du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. C'est les arguments que la CEDEAO pourrait utiliser pour demander à Patrice Talon de libérer ses otages politiques. La CEDEAO aussi a sous les mains les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple dans le dossier Adjavon. Pourquoi ils ne font rien? La France, c'est bien beau que la France vienne bombarder le Bénin, mais si vous bombardez le Bénin et vous laissez des innocents dans la main de Patrice Talon, vous ne réglez aucun problème. Peut-être ça va vous permettre de consolider un maillon de la France, de garder un maillon de la France là, mais pour combien de temps? Donc, s'ils sont là, et ils sont là seulement pour Patrice Talon, ils ne rendent pas service à notre peuple. S'ils sont là, il faut qu'ils aident le Bénin à régler tous ces problèmes, à refaire le vivre ensemble. Les innocents qui sont en prison, il faut les libérer parce que jusqu'à présent, le gouvernement du Bénin n'a jamais apporté la preuve de pourquoi ils sont allés capturer à Ivro, de pourquoi ils ont capturé Madougou et jeté les 2 là en prison. Ils n'ont jamais été capables aussi
de montrer les preuves pourquoi ils sont allés capturer les jeunes activistes un peu partout aux quatre coins du monde pour aller les jeter en prison. Je rappelais la dernière fois, Hugues Sosupé, ça fait pratiquement 160 jours qu'il est en isolement. Pourquoi? OK, on l'a arrêté, d'accord. Est-ce qu'on a besoin de les traiter ainsi? Et vous voulez la paix dans un pays et vous pensez que les parents de Hugues Sosupé seront heureux de voir qu'ils ne peuvent même pas aller rendre visite à leur enfant qui est en prison. On ne peut pas violenter les Béninois jusqu'à ce point et nous demander d'applaudir un système comme ça. Et on parle de Hugues, on peut parler de Steve Amonso, on peut parler des autres, monsieur Kiali, on l'a rappelé, de jeunes, Latif Radi, je ne sais pas quel, un étudiant à peine combien, 24 ans, qu'on a laissé mourir en prison. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce que les parents de Latif Radi vont applaudir ce système? Donc, vous semez ce système, le Parti Salon sème des gemmes de violence dans le cœur de beaucoup de Béninois. Et vous ne pouvez pas construire un pays de paix en semant à chaque carrefour des gemmes de violence et penser que les autres vont continuer à applaudir ou bien vont aller se cacher dans leur chambre à coucher et sans rien faire, sans jamais rien essayer. Donc, ils ont peut-être peur aujourd'hui, mais demain, on ne sait pas dans quelle position de force ils vont se retrouver. Donc, il faut qu'on avance, s'il aime vraiment le pays, il faut qu'il redescende sur terre et nous aider à refaire le Bénin comme il l'a trouvé en 2016. Monsieur Kiali, je vais vous laisser une minute. Vous voulez compléter quelque chose? Monsieur Kiali, non? Oui, c'était pour dire en fait que ceux qui sont en train de se servir de la Constitution pour dire que les militaires avaient signé en 1990 qu'ils allaient se retirer de la vie des affaires politiques et rester en caserne, que c'était sans compter que cette Constitution avait un contenu équilibré qui rassurait toutes les composantes de nos sociétés, y compris les militaires. Alors, en 90, ce test-là, qui avait rassuré les militaires et qui leur avait permis de se retirer, dans les casernes. Pardon, monsieur, il y a fermez vos micros, les amis, oui. Attendez. C'est Kitty. Non, pour lui, il a fermé. C'est monsieur Alassane qui a son micro ouvert. Alors, c'était sans compter qu'en 90, je disais tantôt qu'il y avait un contenu que le contenu était un contenu équilibré qui rassurait tout le monde et que ce n'est plus ce contenu-là qu'on nous oppose aujourd'hui et qu'on se rappelle que Patrice Talon, arrivé au pouvoir, a déjà touché 2 fois notre Constitution, pour ne pas dire 3 fois, puisque première tentative, il a échoué, et deuxième tentative, il est passé nuitamment, et encore une autre nouvelle tentative, notamment avec coupure d'électricité à l'appui. Donc, c'est pour vous dire que le contenu qui rassurait les gens et qui contraignait et qui pourrait contraindre moralement l'armée à ne pas s'impliquer dans le jeu politique actuel, que ce contenu-là n'est plus le même, que ce contenu a été déjà touché, pour ne pas dire altéré. Donc, il n'y a plus cet équilibre-là qui rassure tout le monde. Et d'où l'intervention inattendue et brutale de l'armée que l'on voyait venir d'ailleurs comme étant un échec de tout ce que Patrice Talon est en train de faire. Donc, la simple question à se poser aujourd'hui, c'est qui a commencé? C'est tout. Il ne s'agit pas... OK, votre micro. Il ne s'agit pas de dire qu'est-ce que les gens ont fait de mal ou de bien n'est pas le problème. Et c'est vrai, on va arriver là, mais qui a commencé? OK, merci beaucoup. Monsieur Kitty Case, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Bonsoir, Biafrika. Bonsoir, vous écoutez. Oui. Comment vous allez? J'espère que depuis fort longtemps, je suis en train de suivre le débat. Et tout ce que j'aimerais dire, est-ce que le gouvernement ou bien nos dirigeants prennent leçon de tout ce qui se passe et de voir qu'est-ce qu'il faut corriger? Si je vais répondre à cette question, je pose la question, je vais encore répondre.
si je vois tous les manifestations, ou bien je vais parler des arrestations, je pense que le gouvernement actuel ne réfléchit pas ou bien ne cherche pas les causes pour en résoudre des problèmes. Mais encore, je vais dire, en train d'envenimer le problème. Là, il n'est pas question aujourd'hui de se demander quelles sont les têtes à couper. Mais pour moi, de ma part, c'est de chercher où on a trébuché, qui a commencé d'abord. C'est là le problème. C'est la question qu'on doit se poser. Et j'aimerais que tous ceux qui l'entourent, s'ils ne sont pas hypocrites, doivent le dire, se mirer, regarder dans la glace pour voir qu'est-ce qu'on en a fait de notre démocratie aujourd'hui. Parce qu'il est bien beau de faire des arrestations, il est bien beau de pointer du doigt. Mais soi-même, où ça a commencé, qu'est-ce que vous en avez à faire? C'est là la véritable question qu'il faut poser pour pouvoir en tirer des leçons. Parce que la maladie ne se trouve pas ailleurs. Si un mot mine un corps, et vous savez bien que ça se trouve au pied et que vous cherchez la solution sur la tête, je ne vois pas pourquoi vous pouvez trouver de solution à ça. Donc, tout est si clair, tout est si clair comme de l'eau de roche qu'on peut trouver de solutions. Je vais en parler à ceux qui aux dirigeants ou bien de la CEDEAO. Est-ce que vous êtes revenu un peu en arrière pour voir? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout n'a pas commencé par les coups d'État de forcing. Tout a commencé, coup d'État constitutionnel qu'on fait depuis des années. Le peuple se tait, il regarde. Mais cela devait interpeller le gouvernement pour dire, ah, est-ce que ce que je suis en train de faire ou bien ce que nous sommes en train de faire est bon? Parce que il n'est pas écrit quelque part où il faut imposer une sorte de dictature pour pouvoir corriger, pour pouvoir évoluer dans la vie. Ça n'existe pas. Cela ne peut pas être une solution. C'est tout comme si on dit à une vache de chier, forcer. C'est impossible. Je dis quelque chose toujours. On est fort pour un temps. Toute la génération de gouvernement va passer. Je répète encore, toute la génération de gouvernement va passer. Et qu'est-ce qu'on en reste? Qu'est-ce qui va rester dans cette génération du futur? Ce sont les véritables questions qu'on doit se poser. Parce que si on dit aujourd'hui, on a fait des routes grâce au forcing. Le pays s'est développé grâce au forcing. Pensez-vous que cette forcing que vous avez aujourd'hui pour, en quelque sorte, mater le peuple, vous aurez indéfiniment?
Nous avons l'exemple palpable du notre général Mathieu Kérékou. Je ne l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai entendu des histoires. L'histoire, on l'a entendu, qui a mis un certain Foxing. Mais aujourd'hui, il a laissé le Bénin dans notre main aujourd'hui. Il a forcé, au bon moment, il a compris que ce n'est pas de Foxing qui corrige ou bien qui fait développer un pays. Nous n'allons pas chercher les exemples ailleurs. C'est chez nous. Ce qui a conduit à la conférence, parce qu'il a compris que il n'y a pas de Foxing qui fait qu'un pays soit développé, ou bien qui fait que le peuple soit soumis. Tout le monde le gouvernement pense que tout le monde est à la merci, ou bien est à sa merci. Non, non. Mais tout le monde regarde, voit la fin de ce qu'ils ont entrepris. Nous sommes des voix qui parlent si haut ce que les autres parlent si bas. Il faut que le gouvernement regarde dans la glace pour voir, ou bien pour pouvoir tirer des leçons. Parce que nous n'allons pas tout le temps parler de Poutine, ou bien de putsch, je dirais. Nous n'allons pas tout le temps parler du coup d'État. Parce qu'il y avait des coups d'État. Il y avait des coups d'État. Et c'est ça qu'il faut aller corriger d'abord et permettre à tout le monde. Bon nombre parmi nous parlent de assises. Mais est-ce que le gouvernement actuel est prêt de faire table rase et d'appeler à l'assise? Voilà la vraie question qu'on doit se poser. Merci. Et je mute mon micro. Ok, donc on n'a même pas besoin d'aller jusqu'à Mathieu Kérékou. Moi, je dis toujours qu'en 2016, Patrice Talon aurait pu, non, Yahi Boni, pardon, s'il voulait garder le pouvoir, il allait garder le pouvoir en 2016. Parce qu'au moment des élections, il avait quand même le contrôle encore sur la police, il avait encore le contrôle sur l'armée. Donc, s'il voulait faire du forcing comme ce qu'on voit depuis 2019, il aurait pu garder le pouvoir en 2016, Yahi Boni. Mais à quel prix? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Il serait obligé de déployer l'armée dans la rue, il serait obligé de liquider ses compatriotes, et d'autres vont prendre le chemin de l'exil et d'autres en prison. Je pense que c'est tout ça là, si on met ensemble et on pense d'abord au peuple et non à ses intérêts immédiats, c'est ça qu'il a regardé, même si son candidat a perdu, il n'a rien dit. Il a cédé le pouvoir de façon très pacifique et il a préparé le terrain pour la passation de services. Mais depuis 2016, cette capacité des Béninois à organiser les élections dans la paix, on n'en a plus. Parce que les gens qui sont là aujourd'hui, ils veulent avoir tout et tout pour eux seuls. Et les autres, il faut systématiquement les balayer de la scène politique comme s'ils sont des brebis galeuses. C'est là où c'est le vrai problème qu'on a aujourd'hui. On est peu incapable en tant que peuple. On est aujourd'hui totalement incapable en tant que peuple d'organiser des élections dans la paix et dans la sérénité. Et à chaque élection, les gens ont peur, les gens font leurs valises pour quitter le pays, et les gens envoient leurs enfants à l'extérieur, dans les pays voisins,
en attendant que la période électorale passe. On n'a pas changé en tant le peuple béninois quand même. C'est toujours le même peuple qui était là avant Patrice Talon qui est encore là. Donc, on ne peut pas nous dire que ce peuple-là, qui l'a choisi lui pour gérer le pays, ce peuple est aujourd'hui incapable de faire, ou bien incapable d'avoir le discernement nécessaire pour choisir le bon dirigeant pour le Bénin. Un peuple peut se tromper, mais comme le peuple s'est trompé en 2016. Donc, on doit laisser la possibilité au peuple béninois de faire son choix dans la transparence et dans l'ouverture. OK, qui n'a pas pris la parole? Monsieur Océane. C'est moi. Océane, monsieur Océane, oui. C'est moi, je n'ai plus pris la parole. Oui, allez-y, monsieur Océane, oui. OK, bon, bonsoir. Ça fait 2 heures que je vous écoute. Oui. Et je pense que il faut que moi, je vous dise la vérité.